is in front for the AlphaTauri team. Elle est presque là cette victoire. Oui, il va aller la chercher. Cette victoire, accélère. La victoire de Pierre Gasly. Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix. La victoire française, 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis, la France de nouveau victorieuse en Formule 1. Ce que vous venez de voir, ça fait 24 ans que le sport automobile français l'attend. 24 putains d'années que la France attendait qu'un Français remonte sur la plus haute marche du podium. Le dernier exploit remontait à 96, lorsque Olivier Panis avait remporté le mythique Grand Prix de Monaco en 96. Et l'homme qui franchit cette ligne en premier, il porte le numéro 10, issu de la Red Bull Academy, pour finalement atterrir chez Alpine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'histoire d'un Normand, l'histoire de Pierre Gasly. Pierre Gasly, né le 7 février 1996 à Rouen. Et très tôt, il se passionne pour le sport auto. Et pour cause, son père est un ancien champion de France en endurance, ses frères font du kart à haut niveau, tandis que sa mère, elle, s'occupe des gestions de sponsors. Le jeune Pierre a alors 8 ans. Il est sur le circuit Lucien Lebray, et déjà là, on voit l'aisance qu'a Gasly sur la piste. Il enchaîne les bonnes performances. Et en 2008, une marque française le remarque, Sodicart. Il voit le potentiel du jeune homme et demande alors à la FFSA de l'intégrer dans son nouveau programme des 10-15 ans, ce qu'ils acceptent. Gasly a alors 13 ans. Il devient pilote officiel Sodicart, mais également 3ème du championnat de France et de la Coupe du Monde. Il passe alors en équipe de France de karting en 2009 et l'année d'après, il devient champion de France, vice-champion d'Europe, 3ème de la Genio Monaco Kart Cup et 4ème de la Coupe du Monde. Avec l'aide de la FFSA Academy, Gasly passe des tests pour accéder à la F4. Et les tests sont jugés plutôt convaincantes par l'organisme pour le laisser passer dans son championnat. Nous sommes alors en 2011, Gasly n'a que 15 ans, il franchit alors un nouveau cap, il rejoint le championnat français de F4. Là-bas, Gasly brille. Oui, je sais, j'ai changé de t-shirt, oui, il y a un fort accord, excusez-moi. Là-bas, Gasly brille, de par ses performances, 4 victoires et 2 pôles pendant le championnat. Mais en 2012, une écurie s'intéresse au jeune Normand. Une écurie qui, il faut le dire, connaît plutôt une belle ascension depuis 2010, et cette écurie, eh bien, elle est reconnaissable aux 2 têtes de taureau et aux couleurs de sa canette. Cette écurie, c'est Red Bull Racing. Red Bull s'approche donc de Gasly, lui fait signer un contrat sous option, mais l'objectif de Red Bull derrière, il est de pouvoir récupérer Pierre dans le junior team de l'équipe. Seulement, et seulement si, il confirme réellement son niveau. Pour le prouver, Pierre va alors tout bonnement rouler en Eurocup Formula 2 litres, sous les couleurs de Race GP. Sauf qu'il faut le dire, cette saison ne sera pas la meilleure. En effet, il termine 10ème du classement général. Mais forcément, avec Red Bull qui surveille, Gasly croit en ses capacités et retente une nouvelle année, sauf que cette fois, il le fait avec Tech One Racing. Et il faut croire qu'il avait raison, puisqu'il devient champion en 2013, en étant également le plus jeune pilote à avoir été sur la grille et avoir remporté le titre. Avec ses belles performances, Red Bull est convaincu, et il affecte alors dans le dispositif du Junior Team. C'est alors que le Français va tout bonnement faire la continuité, c'est-à-dire aller en Eurocup Formula
3.5, avec laquelle il va à nouveau exceller. Il finit deuxième du championnat, derrière un certain Carlos Sainz Jr., mais également meilleur débutant du championnat. Il va même s'attirer les faveurs, celle de l'écurie Caterham Racing, avec laquelle il va signer pour les 3 dernières courses du championnat en GP2. Et même si la voiture ne lui permet pas objectivement de faire de bonnes performances, notamment avec des problèmes dans les pointes de vitesse, c'est un choix qui va lui permettre une belle opportunité derrière, celle d'accéder à la GP2 en tant que titulaire. Il finira néanmoins à la 29e place, sauf que l'année d'après, il aura son baquet chez Dams, une équipe très bien réputée pour trouver ses futures pépites, mais surtout, du côté de Red Bull, ils invitent Gasly à monter dans la Toro Rosso et la Red Bull Racing lors du Grand Prix d'Espagne. Et il faut croire que ce choix n'était clairement pas anodin, car 8 GP après, Gasly est annoncé comme pilote de réserve pour l'écurie autrichienne. Et même s'il finit le championnat avec cette promotion, Gasly doit prendre sa revanche, puisqu'il finit 8ème du classement général. Du coup, ex-Dams, bonjour Prema, et ce choix va littéralement porter ses fruits. Je sais pas comment mieux vous l'expliquer, mais Gasly, pendant cette saison 2016, roule sur la concurrence, il roule sur les autres pilotes. Il n'y a pas d'autre explication. Du moins, j'aurais aimé, faut dire ça, puisqu'à la mi-saison, son coéquipier, Antonio Giovinazzi, va lui passer devant. Gasly arrive à rattraper le retard, mais jusqu'au circuit de Sepang, en Malaisie. À la fin de ce GP, c'est 190 pour Gasly, 197 pour Giovinazzi. 7 points les séparent. Le titre va alors se jouer sur le mythique Grand Prix d'Abu Dhabi, le Yas Marina. Et bonne nouvelle pour notre Français, lors des qualifications, il se place en pole position, tandis que l'Italien, lui, est 6ème. Lors de la course, Antonio devra alors être devant le Français pour l'emporter. Surtout que ce titre, hormis la symbolique d'avoir remporté le championnat en GP2, il signifie beaucoup de choses pour les écuries, notamment que le pilote est enfin prêt à passer dans la catégorie supérieure, celle de la F1. Et ça, les deux pilotes Prema le savent très bien. Mais il est 18h40, heure locale, les 5 feux s'allument, une expiration. Et les feux s'éteignent, tous ont le pied sur l'accélérateur, une guerre est déclarée, et elle ne se terminera que dans les 31 prochains tours. Et bonne nouvelle pour notre Français, il est toujours premier, et plus il roule, plus il creuse l'écart entre lui et le deuxième, pendant que Giovinazzi, lui, se bat pour garder sa place contre Artem Markolov, et Pierre passe au stand. Antonio, de son côté, monte à la 2ème place provisoirement, puisqu'il n'a pas encore fait d'arrêt au stand, après avoir été dépassé par Alex Lynn et Oliver Roland. C'est à Antonio de passer au stand. Mais en ressortant, son coéquipier est différent. Gasly, en seulement un tour, a déjà remonté 10 places. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est. Et que le pilote ait fait un arrêt ou non d'ailleurs, hein, littéralement. Quand je vous dis qu'il bouffe les gens, c'est qu'il les bouffe littéralement. Alors que de son côté, l'Italien est comme bloqué à la 15ème place. On est donc au 25ème tour. Les derniers pilotes qui n'avaient pas fait de pit le font. D'ailleurs, force et honneur à ce mécanicien, voilà, je pense que sa soirée a dû être mémorable. Après, clairement, perdre une roue, c'est Ferrari Prime. Mais pendant ce temps, Gasly est déjà remonté à la 4ème place. Nous arrivons alors au tour 31, soit le dernier tour. Et oui, effectivement, c'est Pierre qui l'a franchi en premier, sans trop de surprise. Pierre était injouable lors de cette course. Et même si Giovinazzi va faire un meilleur temps que lui, il est déjà trop tard. 211 points contre 219 points. C'est 8 putains de points qui départagent les deux hommes. Mais vous avez compris, Gasly remporte le championnat. Mais il y a un hic, et c'est du côté de la F1. Ni Toro Rosso ou Red Bull annoncent l'arrivée du Français dans leur ligne. Au contraire même, ils annoncent garder les line-up de l'année dernière. Gasly doit leur trouver une nouvelle occupation. Et c'est alors qu'il va tout bonnement aller dans un continent très loin de chez nous, là où le tuning fait monnaie courante, là où cette musique permet forcément de connaître le coin, cet endroit. Vous avez compris, c'est le Japon. Gasly, pendant qu'une place au libre en F1, va se faire une petite virée en Super Formula, au Japon, dans laquelle, il faut le dire, il s'en sort très bien, à tel point qu'en juillet, il va remplacer Buemi lors du Grand Prix de New York en Formula E. Il finira respectivement 7ème et 4ème sur le continent nippon. Il va enchaîner 2 circuits. Oui, j'ai le doigt qui part un peu, oui. Le circuit de Twin Ring Motegi
et celui d'Autopolis. Mais un appel sonne chez notre Pierrot national. Bonjour Pierre, j'espère que vous allez bien, c'est Gwendal de Toro Rosso à l'appareil. Oui, vous l'avez compris, Gasly va remplacer Daniel Kvyat lors du Grand Prix de Malaisie et du Japon. Et en Super Formula, il va enchaîner 2 victoires ainsi qu'une 2e place. Mais malheureusement, avec l'arrivée d'un typhon, le dernier Grand Prix, celui de Suzuka, n'est pas joué. Il finira donc vice-champion en Super Formula, mais il faut croire que du côté de la F1, la tendance n'est pas à ce côté-là, puisque AlphaTauri a décidé de suivre l'aventure avec Pierre en 2017. Gasly a réussi le rêve d'une vie, celui d'atteindre la F1, un exploit que seuls 20 pilotes peuvent accomplir. Et dans les pilotes qui vont l'accompagner dans sa saison de rookie, des noms tels que Kimi Räikkönen, titré en 2007, ou Fernando Alonso, double champion du monde chez Renault, mais surtout Vettel contre Hamilton, qui se battent actuellement pour un 5e titre en F1. Pierre est accompagné de Brandon Hartley, son coéquipier chez Toro Rosso. Nous sommes donc au tout début. Comme à son habitude, la saison commence sur le Grand Prix d'Australie. La météo est partiellement couverte, offrant des conditions idéales pour les pilotes. Nous sommes alors le dimanche 25 mars. La course est prévue pour 16h10 et Pierre est placé dernier, tandis que son coéquipier, lui, est 16e. 13 tours plus tard, une Toro Rosso tombe. Le pilote numéro 10 est contraint d'abandonner. Malheureusement pour Pierre, la saison 2018 ne commence pas vraiment de la meilleure des manières. Que ça soit lui ou Toro Rosso d'ailleurs, puisque son coéquipier, Brandon Hartley, n'a pu sécuriser qu'une 14e place, mais qui ne rapporte qu'au championnat 0 points. Toro Rosso doit réellement se ressaisir lors du prochain Grand Prix, celui de Bahreïn. Sauf que Gasly va y faire la meilleure performance possible. D'abord parti à la 5e place, il va réussir à se battre pour aller chercher une 4e place. Et pour Pierre, ça ne sera pas son seul coup d'essai. Grand Prix de Monaco, Gasly se qualifie 10e et ira franchir la ligne d'arrivée 7e. Grand Prix de Grande-Bretagne, qualification à la 14e place et terminera à la 10e marche. Ces 2 GP ne sont que des exemples, mais ils représentent parfaitement la situation de Pierre à ce moment-là. Il porte littéralement l'écurie à bout de bras. Et l'exploit est d'autant plus remarquable compte rendu que les voitures sont très loin d'être celles comme sa grande sœur. Et ça, tout le monde le voit. Nous sommes alors au début de la trêve estivale après le Grand Prix d'Hongrie. Et Daniel Ricciardo, l'un des pilotes de chez Red Bull, annonce vouloir partir de l'enseigne Toro pour aller chez Renault l'année prochaine. Cette annonce secoue littéralement le paddock. Qui va donc remplacer l'Australien ? Et plusieurs noms sortent dans la presse, mais ils ne sont jamais pris au sérieux. Un seul pilote est considéré comme grand favori et qui a une sérieuse belle candidature, Pierre Gasly, 23 ans. Nous approchons alors de la fin de la trêve estivale, mais rien. Il va falloir attendre jusqu'à la dernière semaine, soit le lundi 20 août, pour avoir une réponse. Alors ça y est, Gasly a atteint le summum. Passer de la plus petite écurie de Toro Rosso into aller dans l'une des plus grosses écuries du paddock, aka Aston Martin Red Bull Racing. Nous allons alors nous diriger vers la saison 2019 et des nouveaux s'ajoutent à cette liste, dont l'ancien rival de Pierre, Antonio Giovinazzi, et le nouveau petit prodige de Red Bull, Alexander Albon. Nous sommes donc dimanche. Gasly est 17ème, 16h10, heure de départ comme l'année dernière. 57 tours plus tard, Gasly finit 11ème avec un tour de retard. Bon, soit, le premier GP n'aide pas, mais l'année dernière, le schéma était quasiment le même. Alors, rendez-vous à Bahreïn pour le prochain GP. Et le samedi, Gasly se qualifie 13ème, sauf que juste derrière lui, il y a Albon. Dimanche, Gasly arrive à finir 8ème, mais juste derrière Albon. Azerbaïdjan, il se qualifie dernier. Espagne et Monaco, aucun dépassement. Dans cette voiture, il y a réellement quelque chose qui cloche. Ils ne conduisent tout simplement pas la même voiture. Sauf que si. Mais cela, c'est dans le style de pilotage. Car à ce moment-là, son coéquipier
ce n'est pas n'importe qui. C'est le nouveau petit prodige de la F1. Un style de pilotage tellement agressif, son nom, c'est Max Verstappen. Et même s'il est arrivé en 2016, il a déjà énormément de repères dans l'écurie. Tandis que notre Français, lui, est comme bloqué avec cette voiture. Mais ce qui va lui arriver, c'est une chose qui, je pense, ne s'attendait pas à avoir. Nous sommes à la mi-saison 2019 et Gasly vient de terminer son Grand Prix. Ce qui signifie le début de la trêve estivale. Et un tweet. Alexander Albon remplace Gasly dès la fin de la trêve estivale. Le Grand Prix d'Hongrie aura été le dernier GP de Gasly sous les couleurs de Red Bull. D'autant qu'une nouvelle tombe à quelques jours de la reprise. Et puis on a appris il y a quelques minutes la mort d'un jeune pilote français de Formule 2, il s'appelait Antoine Hubert. Le monde de l'automobile est en deuil. Le pilote français de Formule 2, Antoine Hubert, est décédé lors du Grand Prix de Belgique. Imaginez la situation dans laquelle est Pierre à ce moment-là. Il se fait virer du projet Red Bull, le projet de sa vie, ce pourquoi il a été formé toutes ces années pour tout simplement être évincé en un claquement de doigts. Puis quelques jours après, perdre un frère d'armes qui évolue dans le même monde que toi. Dans ce genre de cas, Pierre pourrait tout simplement abandonner la course automobile et se tourner vers autre chose. Mais Gasly va faire une chose encore plus folle. Sur le même circuit où son ami est décédé, il va se qualifier 16e. Et profitant de 8 pénalités, il monte 13e pour finalement se battre jusqu'à la 9e place. À Singapour, il finit 8e. Durant cette saison 2019, Gasly montre réellement ce qui le caractérise. Il montre que peu importe les problèmes, il sera là. Peu importe les problèmes qu'il doit affronter, il sera prêt. Et il va encore plus le prouver lors de la 38e édition du Grand Prix du Brésil. Le départ est donné, les pilotes sont tous confiants, mais 3 seulement seront sur le podium. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Mais du côté de Pierre, la tendance n'est pas trop à se battre. Au contraire même, du premier tour au 22e, il doit se battre contre Charles, qui va réussir malheureusement à le battre. Il est alors 7e à la fin du 21e tour, sauf qu'au tour 57, Valtteri Bottas, allié de Lewis Hamilton, est contraint d'abandonner avec un problème moteur, mais qui arrange finalement notre Français, qui revient à sa place initiale, et ce qui provoque l'arrivée d'une safety car. Tour 59, la safety car s'en va, ce qui signifie que derrière elle, c'est une réelle guerre, une guerre tellement violente et puissante qu'elle fera affronter 2 pilotes de la même écurie. Et forcément, au tour 66, quand Vettel et Leclerc se battent pour une 4e place, les 2 pilotes s'envoient à la faute et sont contraints d'abandonner. Mais il est très loin de ces surprises, car au tour 70, alors qu'il ne reste plus qu'un tour à faire, Hamilton et Albon s'affrontent. Il y a un contact une nouvelle fois, Hamilton envoie à la faute le Thaïlandais. Mais derrière cette bataille, un homme les suivait. Il passe 2e grâce à eux, Hamilton tente bien de le dépasser, mais c'est injouable. Gasly est beaucoup trop fort dans la défense, qui est sa seule manière de se protéger dans ce monde de brutes avec sa petite Toro Rosso. Les 2 voitures sont au coude à coude jusqu'à la fin de l'arrivée, mais Gasly franchit la ligne avant lui. C'est une explosion de joie chez Toro Rosso. Personne n'y croit, mais c'est bien réel. Gasly est 2e de ce GP. D'ailleurs, j'ai retrouvé cette archive. Non mais hormis la vanne bien sûr, ce call radio reflète parfaitement l'état d'esprit de Pierre à ce moment-là. Il se fait virer tellement injustement par l'écurie mère et toute la frustration qu'il a eue cette saison ressort lors de ce Grand Prix. Et il prouve qu'effectivement, certains jours, même s'il a une Toro Rosso, il pourra peut-être faire la différence. On fait alors une équipe de 3 ans. Gasly depuis 2019 et chez Toro Rosso, nouvellement devenu en 2020 Alpha Tauri. Et Gasly chez Alpha Tauri, c'est forcément un podium dans la saison et surtout des performances avec une voiture objectivement plutôt mauvaise qu'est la STR 14 ou bien les Alpha Tauri AT. Mais surtout, c'est la première victoire de Gasly en F1. Un Français gagne à Monza. Alors oui, effectivement, c'était en 2021, les conditions n'étaient pas forcément les mêmes, mais elle fait du bien. Bordel de merde. Un Français remonte sur la plus haute marche du podium depuis très longtemps, surtout derrière un certain Carlos Sainz Jr. et un Lance Stroll. Faudrait éviter qu'il te fauche, mais c'est fort l'émotion à ce moment-là.
elle fait du bien au sport automobile français. Je vous invite réellement à aller voir des vidéos, puisque beaucoup plus de contenu en parle mieux que moi. Je mets le i juste ici, là, normalement. Donc on va éviter de s'attarder sur le sujet, mais vraiment, allez voir. C'est littéralement de la magie qui a été faite ce jour-là. Nous sommes alors en 2022. Gasly, après ses multiples saisons dans la famille Red Bull, annonce vouloir partir de l'enseigne du Taureau. Et il faut dire que cette saison n'a clairement pas été bonne pour lui. Là où Gasly pouvait faire de belles performances avec une voiture qui manquait de puissance, il se retrouve avec des décisions plus désastreuses les unes que les autres. À Singapour par exemple, lorsque la pluie va enfin décider de s'arrêter, Pierre va chausser des tendres. Oui, la piste est encore bien humide, hein, donc clairement c'est une idée de merde de faire ça. Mais soit. Ou alors à Monaco, lorsque Pierre va seulement faire 2 temps en Q1, et je ne sais pas pour quelle raison, mais va rentrer au stand. Et ça, quelques temps après, ça n'arrange pas l'équipe, car un drapeau rouge est agité. Et à la fin de ce drapeau rouge, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est les bouchons du périph' parisien à 18h. Et ça, forcément, Gasly n'échappe pas à la règle, car il part 17ème. Ceci ne sont que des petites erreurs, mais qui en F1 font une grande différence. Pour 2023, Gasly annonce alors partir dans une nouvelle écurie. Son nom, c'est Alpine F1 Team. Et pour cette année, cette écurie veut faire revivre l'époque Renault qu'elle a connue. Il est alors accompagné de son compatriote Esteban Ocon, présent depuis 2018 chez eux, et les deux pilotes se connaissent déjà assez bien, puisqu'ils sont tous les deux normands et se sont vus grandir, jusqu'à arriver ici, en F1. Mais il y a un hic dans tout ça. La voiture n'est tout simplement pas performante. Bon, soit, ce n'est pas une catastrophe non plus de A à Z, mais les espoirs de podium y sont très minces. Compte rendu du GP d'Australie. Et nouveauté pour cette édition, ce circuit est le 3ème de la saison. Mais surtout, c'est l'une des plus meurtrières. Sans déconner, dès le début, Charles Leclerc part à la faute et doit abandonner sa course. 6 tours après, l'ancien petit protégé de Red Bull, Albon, maintenant chez Williams, part également à la faute, après avoir perdu l'arrière de sa monoplace. Tour 10, Nick de Rive descend 17ème, après qu'Ocon veuille le faire voler. Tour 17, mon préféré, George Russell, désormais chez Mercedes, voit l'arrière de sa voiture en feu. Cette course n'est plus ainsi mais une parade, puisque ces accidents ramènent à chaque fois la safety car. Nous sommes donc au tour 57, nouveau départ de la course, et lorsque les feux s'éteignent, à l'avant comme à l'arrière, ça se bat. Gasly et Ocon sont alors respectivement 5ème et 10ème. Premier virage, Gasly se loupe et freine. Il perd donc inévitablement des places et tombe 9ème. Et finit forcément tous les deux dans le mur. Les deux voitures sont out. Fernando Alonso, car oui, lui il est toujours là, part en tête à queue et Stroll, lui, finit dans le bac à gravier. Ce qui fait venir un drapeau rouge. Les 15 autres voitures en course rentrent en pit lane. Au final, c'est Max Verstappen qui termine premier lors de cette course désastreuse. Elle n'avait littéralement aucun putain de sens. Mais attardons-nous sur l'incident Gasly-Ocon. Comment peut-on se permettre de se battre ainsi, compte rendu que la voiture n'est pas performante, et surtout que l'écurie n'a marqué aucun point à ce moment-là? Mais alors, pourquoi tout ce bordel, alors que les deux sont coéquipiers? Et qu'en plus, très honnêtement, dans leur performance individuelle, les deux sont globalement bons. Ils ont réussi quand même à aller sur 2 podiums très exigeants. Eh bien, je n'ai pas tout dit. Effectivement, Gasly et Ocon se connaissent depuis qu'ils sont petits. Mais dans tout ça, eh bien, il y a de la rivalité entre les deux. Gasly et Ocon, avec les années, les relations sont devenues de plus en plus tendues. Et ça, ça n'arrange pas forcément l'équipe. Puisque effectivement, ils sont assez matures et grands pour comprendre qu'ils doivent avancer ensemble pour le bien de l'écurie, mais forcément, la course, la F1, c'est un milieu où tous sont de l'ego. Chacun veut être le plus fort, et ça, la rivalité, sur la piste, elle se voit. Même si les deux sont coéquipiers. Donc autant le dire, l'expérience n'est pas ce qu'il manque chez eux, mais il y a un sérieux souci de management au sein de l'équipe. Au final, lors de cette saison 2023,
C'est une 6ème place pour Alpine et une 11ème place pour Gasly. Mais cela, ce n'est que le début. 2024, nous y voilà. Et dès le début de la saison, on ressent un truc chez Alpine. Bahreïn, Gasly se classe dernier sur la grille. Ocon 19ème et prendront respectivement la 18ème et 17ème place. Arabie Saoudite, lors de la course, 13ème pour Ocon, pendant que Gasly, lui, ne commencera même pas la course, avec un problème de boîte de vitesse. La voiture est encore moins compétitive que l'année dernière. Là où l'année dernière, les deux voitures pouvaient se battre, eh bien là, ce sont eux qui ont à chaque fois le pire temps dans le chrono. Il est donc choisi en interne de remanier le projet, mais fait forcément changer les départements et les gens qui y étaient. Les progrès ne se verront pas tout de suite, étant donné que ce genre de changement met plus d'une saison à se voir. Mais des rumeurs font face à ce moment-là, tellement que l'écurie va mal. Ces rumeurs annoncent qu'Alpine sera racheté, démenti par Bruno Famin, le directeur intermittent à ce moment-là d'Alpine, qui annonce tout simplement avoir loupé la bagnole. Un directeur d'écurie qui dit ça, c'est pas bon. Oui, et en plus je dis ça, j'ai un maillot Alpine, hein, c'est pour dire. On souffre. Sauf que même si l'écurie pensait avoir touché le fond, c'est faux. 26 mai 2024, Grand Prix de Monaco. Depuis 3 ans, Charles Leclerc essaye d'accéder à la plus haute marche du podium chez lui. De l'autre côté, il y a Max Verstappen, toujours aussi hargneux quant à la victoire, mais qui a remporté, depuis l'exclusion de Gasly, 3 titres de champion du monde chez Red Bull. Mais attention, car l'écurie anglaise McLaren est également revenue de ses heures sombres, avec de belles améliorations, et joue désormais le titre du championnat des constructeurs. Et si je parle de ces 3 favoris, c'est pour une bonne raison, car ce qu'il s'est passé, personne ne s'y attendait. Dans une tentative de dépasser Gasly, Ocon tente d'attaquer sur l'intérieur, au virage du portier, aka l'un des endroits les plus étroits du Grand Prix de Monaco. Sauf que malheureusement, Ocon on the inside. oui, les deux ont fait un accident à Monaco. Surtout qu'à ce moment-là, l'écurie ne peut pas se permettre ce genre de choses, étant donné que l'écurie, au classement des constructeurs, est 9ème. Bruno Famin dira notamment au micro de Canal que Comment on fait pour réagir à cette situation? Parce qu'on sent que ça monte au fur et à mesure de cette année et que forcément c'est une pression qu'on n'a pas envie d'avoir dans une équipe. Il y a d'autres choses à faire avant de gérer la guéguerre des pilotes. Exactement, c'est pour ça qu'on va trancher dans le vif. ce moment marque littéralement le plafond de verre. Et faut quand même le dire, hein, mais ce genre de bagarre au sein d'une écurie n'est pas censé se produire, à moins de jouer un objectif très sérieux. Mais là, une P10, très honnêtement, il n'y a rien de glorieux là-dedans. Le bateau coule, Robert White, l'une des figures de l'histoire d'or de Renault à l'époque, voyant la merde arriver, quitte le navire. Mais le pire restera lui. Esteban Ocon n'est pas prolongé. C'est littéralement lui qui a porté le projet toutes ces années. C'est pour dire à quel point l'écurie va mal. Et c'est là où un nouveau personnage fait son apparition, Flavio Briatore. Ouais, effectivement, là il y a 2, même peut-être 3 réactions typiques. La première, c'est soit vous êtes content, vous savez qui est Flavio et vous l'adorez, vous pleurez de qui est Flavio Briatore, ou même vous ne savez pas qui est Flavio Briatore. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Briatore, c'est nul autre que le team principal de Renault de 2000 à 2008, et qui a fait remporter le plus vieux des pilotes, Fernando Alonso. Mais il est également impliqué dans des trucs un peu moins cool, comme le Crashgate de Singapour, où un pilote était impliqué dans un crash soi-disant demandé par Briatore. D'abord jugé coupable par la justice française, elle a finalement annulé la décision, quelques années plus tard. Mais Alpine a rappelé Flavio Briatore tel le Batman de Michael Keaton pour tenter de sauver l'écurie. Nous sommes alors fin août, et il est annoncé que Bruno Famin quitte son poste pour le léguer à Oliver Hawke. Car oui, rappelons-le, il était intérimaire pendant 1 an. Oui. Il est également annoncé que Jack Doohan, le 3e pilote, est promu titulaire pour 2025, mais surtout, Alpine prit la décision de stopper les moteurs Renault. Littéralement, ce qui a permis l'association Renault-Alpine est stoppée. Un choc pour le sport automobile français, qui voit, pour la première fois de son histoire, aucun motoriste français sur la grille. Mais surtout, ce qu'on oublie dans tout ça, c'est du côté des ingénieurs. Hormis l'argent tellement conséquent injecté dans ce projet, eh bien c'est des années et des années
de perdu dans l'entreprise. L'écurie tente alors de court-circuiter les soucis pour mieux repartir l'année d'après. Mais c'est alors qu'il va se passer à nouveau une chose inexplicable lors du Grand Prix de Sao Paulo. Grand Prix de Sao Paulo, le 4e circuit avant la fin de cette saison 2024, et déjà le samedi a été rempli de surprises, puisqu'une tempête est invitée au Brésil. Et ça, c'est pour le content, car elle retarde les qualifications au dimanche. Ce qui est très rare, mais surtout, elle va donner une P4 pour Alpine. Et oui, Ocon a réussi à placer sa voiture 4ème, mais forcément à côté, c'est des monstres de puissance. Donc autant le dire, l'espoir de maintenir sa position y est très mince. Tandis que Gasly, lui, sera 13ème, après le déplacement sur la grille de Verstappen et de Sainz. Et exclusivement 5 heures plus tard, la course est lancée. Et dans le tour de formation, pour généralement faire chauffer les pneus, prendre ses marques, Lance Stroll finit dans le bac à gravier, et donc la FIA lance un aborted start, qui signifie que les pilotes doivent refaire un tour de formation. Sauf que les pilotes n'ont pas l'habitude. Alors, 2 amendes distribuées plus tard, le départ est lancé. Et dès le début, Perez part à la faute et glisse à la dernière place. Un déluge s'abat sur le circuit, et ça n'arrange pas l'écurie Haas, car son pilote Hülkenberg part en tête à queue et se bloque sur un vibreur, faisant sortir une virtual safety. Alors la plupart des pilotes en profitent et rentrent au stand. Tous ? Non. Un petit groupe de 3 personnes résiste encore à cela, et mise sur un drapeau rouge. Et 4 tours plus tard, Franco Colapinto, dont les performances impressionnent, est impliqué dans un crash assez impressionnant. Nous sommes alors au 32e tour, et un drapeau rouge est agité. Avec la pluie battante d'avantage, la safety car partira après la relance au 34e tour. Il reste alors que 16 pilotes sur les 20, et Ocon est en tête. Derrière lui, Max, ainsi que derrière lui, Gasly ferme la marche. Quelques tours après, Biermann part à la faute. Il peut repartir, mais montre que même une petite erreur peut faire perdre énormément de place. La peur pour Alpine est plus que palpable. Ensuite, c'est au tour de Sainz de toucher le mur, sauf que cette fois, il ne peut pas repartir. Safety car annoncé pour 3 tours de plus. Tour 42, tout le monde s'est regroupé. Ocon relance alors au début du tour 43, mais malheureusement, il ne peut rien faire contre Max. Ocon descend. Mais par contre derrière Pierre, c'est des pilotes qui ont le couteau entre les dents. En particulier Russell et Leclerc, qui se battent pour la 4ème place, pendant plusieurs tours. Au final, c'est au 55e tour que Russell sera 4ème sur erreur de Charles. Mais désormais, il va devoir rattraper le retard. 1 seconde d'écart au tour 55, puis passe en dessous des millisecondes quelques tours plus tard. Pierre a en plus de la pression du Britannique derrière lui, la pression de ne pas faire d'erreur et de monter 3ème sur cette marche. Il reste alors qu'un tour à faire. Ocon n'a plus rien à faire, si ce n'est assurer sa conduite. Pierre, lui, défend sa place comme rarement. C'est inespéré pour le clan Alpine, qui passe alors 6ème côté constructeur. Mais cette victoire surtout, elle vient symboliser le parcours des 2 pilotes normands, qui aura été rempli de haut et de bas, mais qui n'a jamais cessé d'y croire. D'autant que cette victoire désormais les lie, puisque cela faisait 27 ans qu'un podium français était attendu. Après tout ça, toutes ces épopées, il ne nous reste plus que 3 Grands Prix donc. Des résultats qui reflètent inévitablement la saison d'Alpine en 2024, mais attardons-nous sur le dernier Grand Prix, Abu Dhabi. Ocon est à son hôtel et prévoit de terminer sa saison avec Alpine avec beauté, avec un casque dédié à ses années Renault, et remercier les ingénieurs. Et à quelques jours du début, Jack Doohan est installé dans la A524. Vous l'avez compris, Ocon ne participera pas à son dernier Grand Prix, du moins sous les couleurs alpines, car on le retrouvera l'année d'après chez Haas. Mais effectivement, c'est un bilan mitigé pour Alpine, puisqu'effectivement, Alpine se sera gardé une 6ème place côté constructeur, mais cela aura été une saison bien compliquée et sera passé par beaucoup d'embûches. Et maintenant, eh bien disons que cela est toujours compliqué, laissant Briatore aux rênes du projet. Mais surtout, le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, Jack Doohan a sauté en cours de route, laissant Franco Colapinto
dans le deuxième baquet. Espérons que l'année prochaine aura des meilleures choses à nous raconter. En attendant, voyons ce que ce dernier Grand Prix aura à nous offrir.